Donald Trump nous disait, quand je vais frapper l'Iran, il n'osera pas répliquer. Erreur. Deuxième erreur. Les États-Unis bombardent l'Iran, violant complètement le soi-disant droit international. Que fait l'Iran? L'Iran a répliqué contre les États-Unis. Ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens sur cette terre-là qui pouvaient dire l'Iran peut viser les bases militaires américaines. L'Iran a répliqué d'abord contre Israël, il a continué à répliquer, mais il a répliqué contre les États-Unis. Alors, ce quatrième point, qu'est-ce que cela prouve? Que l'Iran a développé une capacité militaire qui n'avait été soupçonnée par aucun de ses adversaires. L'Iran a développé une capacité militaire qu'aucun de ses adversaires n'avait soupçonnée. Est-ce que c'est clair? Parce que quand l'Iran s'est mis à répliquer à Israël, Israël a paniqué. Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran et que l'Iran s'est mis à répliquer aux États-Unis, les États-Unis ont paniqué. Vous savez pourquoi ils ont paniqué? Parce que, en fait, l'embrasement du Moyen-Orient entraînerait ipso facto la destruction de toute l'infrastructure militaire dans la sous-région. Les États-Unis ont pris conscience pour la première fois qu'ils étaient entourés de solides adversaires, voire ennemis, au Moyen-Orient. Voilà pourquoi Donald Trump correspond justement à la métaphore que je vous ai proposée. La guerre entre Israël et l'Iran est en fait une guerre de l'OTAN contre Israël. Donald Trump, qui est le patron de l'OTAN, la grande puissance de l'OTAN sont les États-Unis, est dans cette guerre dans la position d'un arbitre d'un combat de poids lourd. Mais un arbitre partisan. Donald Trump et les États-Unis représentent donc le coach d'Israël. Le combat a commencé. Israël prend des KO. À chaque échange de coups de poing, Israël est par terre. À un moment donné, Israël par terre regarde le coach, qui est en réalité son complice. Il regarde Donald Trump. Il dit, Trump, tu vas me laisser tuer par le gaz. Donald, will you let him kill me? Donc, le poulet des États-Unis, Israël, a tellement fait pitié à Donald que Donald Trump a décidé de mener une campagne d'intimidation contre celui qui cognait fortement son protégé. Une campagne d'intimidation. Et cette campagne est l'une des plus marrantes de l'histoire. Non seulement Trump a dit où il va frapper, ce qui a permis aux Iraniens de déplacer toute l'infrastructure nucléaire et de la mettre en sécurité, mais quand il a frappé, il en a profité pour jeter l'éponge en disant que la guerre est finie. Mais pourquoi la guerre est-elle finie? Pourquoi Donald Trump jette-t-il l'éponge? Il jette l'éponge parce qu'il n'avait pas prévu que l'Iran serait capable de répliquer militairement à la fois à Israël et aux États-Unis. Il jette l'éponge parce qu'il s'est rendu compte que l'Iran n'est pas tout à fait seul. La capacité de réplique de l'Iran indique que les alliés de l'Iran ne l'ont pas abandonné. L'Iran a choisi de mener personnellement sa défense. Il n'a pas voulu impliquer frontalement la Fédération de Russie et la Chine. Mais la Fédération de Russie et la Chine aident l'Iran. Je vais vous donner un indice que j'ai trouvé. C'est une déclaration directe du président Vladimir Vladimirovich Poutine. Recevant le ministre iranien des Affaires étrangères à Moscou, Vladimir Poutine a dit la chose suivante. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les dirigeants américains. J'ai appelé le dirigeant israélien et j'ai appelé le dirigeant iranien. À eux tous, moi Poutine, j'ai dit que la Russie était en coopération étroite avec la République d'Iran dans le domaine nucléaire et que nous avions des centaines d'ingénieurs russes qui travaillent actuellement dans les centrales nucléaires iraniennes pour aider l'Iran à développer son programme. J'ai dit au président américain, au premier ministre israélien et au président iranien que je ne voyais pas d'un bon œil l'idée que l'on puisse tirer sur les infrastructures nucléaires dans lesquelles travaillent les savants russes, amis et alliés de l'Iran. J'ai dit à ces dirigeants que je n'aimerais pas entendre qu'un seul cheveu d'un de nos savants travaillant avec l'Iran a manqué. Est-ce que vous avez compris? C'est là que vient le proverbe ivoirien qui dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». En continuant à vouloir frapper les sites nucléaires iraniens, les États-Unis d'Amérique et Israël prenaient le risque de déclencher une confrontation nucléaire directe avec la Russie, puisque la Russie est alliée du programme nucléaire iranien. Les savants russes sont actuellement en Iran au travail, à aider les Iraniens à parachever le développement de leur programme nucléaire. Vous avez compris?
Donc, qu'est-ce qui amène Donald Trump à engager un cessez-le-feu? Ce qui l'amène à engager un cessez-le-feu, c'est que si l'enjeu, c'est de tirer sur les centrales nucléaires iraniennes, cela veut dire qu'il va falloir tuer les Russes qui travaillent en Iran. Et tirer sur des centrales nucléaires, qui plus est, tuer des Russes, c'est engager donc frontalement une guerre entre les États-Unis et la Fédération de Russie. Donald Trump n'est pas prêt à ça. Car Donald Trump sait que derrière village, il y a village. Vous avez compris le fond de l'affaire? Voilà donc l'arbitre qui soutient l'un des boxeurs. Il se rend compte que son boxeur est en très mauvais état. Il entre dans la bagarre. En entrant dans la bagarre, il se rend même compte que le boxeur là n'était pas seul. Il y a 3 arbitres qui sortent derrière et qui lui mettent des gros coups de poing à lui, l'arbitre. Eh bien, l'arbitre dit que c'est bon, le combat est fini. Match nul, kiff, kiff, chacun rentre à la maison. C'est bon, on ne boxe plus. C'est Donald Trump. Vous avez compris la métaphore? Trump vient de se rendre compte qu'en fait, l'Iran n'est pas seul. Et que continuer à tenter de frapper les sites nucléaires iraniens va l'obliger à porter la responsabilité d'avoir tué des centaines de Russes. S'il tue des centaines de Russes, il s'est attaqué frontalement à la Fédération de Russie. Il prend le risque donc de déclencher immédiatement une guerre nucléaire internationale. Vous avez compris pourquoi Donald Trump a annoncé le cessez-le-feu? Mais le pays qui attaque l'Iran possède l'arme nucléaire, Israël. Il n'en a pas été empêché par l'Iran. Il n'en a pas été empêché par les États-Unis. Autour de l'Iran, d'autres pays possèdent l'arme nucléaire. C'est le cas de l'Inde. L'Iran n'a pas attaqué l'Inde parce que l'Inde a l'arme nucléaire. Le Pakistan possède l'arme nucléaire. L'Iran n'a pas attaqué le Pakistan parce que le Pakistan possède l'arme nucléaire. La Chine a l'arme nucléaire. La Corée du Nord a l'arme nucléaire. On décide que parce que l'Iran ne fait pas les 4 volontés de la coalition occidentale, il faut que l'Iran, lui, soit empêché de développer son programme nucléaire. Mieux que l'Iran soit empêché d'avoir un nucléaire militaire. Voilà la décision qui est à l'origine de la guerre Israël-Iran, qui n'est rien d'autre en fait que la guerre OTAN-Iran. Bon, très bien. Quand cette guerre a commencé, je dois avouer que nous sommes une majorité qui se disait, ça y est, ils vont écraser l'Iran comme ils ont écrasé l'Irak. Ils vont écraser l'Iran comme ils vont écraser l'Irak. Nous disions-nous pourquoi? Parce que quand vous voyez l'armada de l'OTAN qui est déployée autour de l'Iran, franchement, vous devez tirer un chapeau aux Iraniens d'être encore debout. À l'État iranien d'être encore debout. L'Iran est encerclé d'une vingtaine de bases militaires américaines. L'Iran est encerclé par des navires de guerre américains extrêmement puissants. L'Iran est encerclé par des sous-marins lance-missiles américains extrêmement puissants. L'Iran est encerclé dans cette situation depuis les années 80. Depuis les années 80, l'étau de l'OTAN autour de l'Iran n'a cessé de se resserrer. Donc quand Israël a engagé la guerre contre l'Iran, on a bien compris que c'était un mécanisme comparable à la provocation organisée contre l'Irak à travers le Koweït dans les années 90. Vous savez, pour piéger Saddam Hussein, l'OTAN, et notamment donc la coalition anglo-américaine, a provoqué un conflit entre le Koweït et lui. Quand Saddam Hussein s'est attaqué au Koweït, la coalition occidentale en a profité pour détruire l'Irak, pour attaquer l'Irak, jusqu'à parvenir à tuer Saddam Hussein. Quand cette affaire a commencé, je crois que nous sommes nombreux ici rassemblés qui nous disions que, oh mon Dieu, pauvre Iran, il ne s'en tirera pas. Tels qu'ils sont agglomérés sur lui, c'est mort. Mais en fait, les événements prouvent que la coalition occidentale s'est trompée sur l'Iran à 3 niveaux. Premier niveau, ils se sont trompés sur le degré d'adhésion du peuple iranien au régime iranien actuel. Le degré d'adhésion. L'opinion occidentale aime à nous donner l'image d'une république d'Iran dont le régime serait honni par la majorité de ses citoyens. Cette réalité ne correspond pas au vécu des Iraniens. Et quelle est la raison pour laquelle la majorité du peuple iranien soutient le gouvernement iranien actuel? Vous savez, la raison est toute simple. Hein? C'est que les dirigeants iraniens actuels, là, ils ne volent pas l'argent de l'Iran pour venir le cacher en Europe. Ils ne volent pas l'argent de l'Iran pour venir le cacher en Amérique.
même si ce n'est pas un régime, on va dire des saints, un régime pur, un régime où il n'y a pas de corruption, les dirigeants iraniens, ils ont toute leur prospérité chez eux en Iran. L'argent de l'Iran est utilisé pour construire l'Iran. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, que on a beau se plaindre de l'autoritarisme du régime iranien, on a beau se plaindre de sa corruption, il a un point fondamental. L'Iran est dirigé par des gens qui investissent leur argent en Iran, qui investissent la richesse de l'Iran en Iran. Le premier bénéficiaire des richesses de l'Iran, c'est le peuple iranien. Et ça, c'est un élément de différence avec l'Irak. Le régime irakien a été facile à casser. Le régime syrien a été facile à casser. Parce que une bonne partie des richesses qui étaient produites en Irak, même sous Saddam Hussein, une bonne partie des richesses qui étaient produites en Syrie, même sous Bachar el-Assad, étaient des richesses planquées à l'étranger. Par les oligarques du régime. Les dirigeants iraniens actuels savent qu'ils n'ont pas d'autre pays où aller dans le monde. Ils ont juré, depuis leur prise de pouvoir en 1979, que tout le bien qu'ils peuvent faire là, dans le monde, ils vont le faire dans leur pays. Tout le mal aussi que eux ils peuvent faire dans le monde là, ils vont le faire dans leur pays. Quand vous avez une élite politique qui investit tout ce qu'elle possède dans son propre pays, il vous est difficile de couper le cordon ombilical qui lie cette élite à son peuple. Écrivez ça. Voilà la première erreur. La coalition occidentale s'est trompée sur l'Iran parce qu'en réalité, il y a une adhésion profonde. Il y a une solidarité destinale entre le peuple iranien et ses dirigeants. Pourquoi? Parce que ce sont des dirigeants qui n'expropient pas le peuple pour aller planquer leurs richesses à l'étranger. Ça ne marche pas comme Zelensky en fait, en Ukraine. L'élite ukrainienne par exemple est faite de gens qui sont riches en millions de dollars, mais dans les paradis fiscaux à l'étranger. D'où l'absence de symbiose totale entre le peuple ukrainien et ses dirigeants actuels. Mais si vous regardez, même un homme aujourd'hui à la tête de la Russie, c'est l'un des secrets de Poutine à la tête de la Russie. Mais l'argent de Poutine, vous allez le prendre où à l'étranger? Si vous cherchez l'argent de Poutine à l'étranger, vous allez le prendre où? Chez qui? L'Occident a cru pouvoir agir sur la Russie à travers l'argent des oligarques russes. Mais les oligarques russes, leur fortune à l'étranger n'est rien à côté de leur fortune en Russie. Les Russes sont d'abord riches. Quand ils sont riches en Russie. Fortement riches en Russie. Vous comprenez la connerie de nos dirigeants africains qui ramassent des centaines de milliards, des milliers de milliards en Afrique et les amènent pour les planquer en Suisse, les planquer dans les îles Caïmans, les planquer aux États-Unis, ne sachant pas que cet argent est perdu pour toujours. Donc l'erreur de la coalition occidentale, c'est d'avoir sous-estimé le lien entre le peuple iranien et ses dirigeants. Ce lien, il est celui de la solidarité socio-économique entre l'élite et la masse populaire.